Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, je reviens avec mon petit chat qui m'accompagne pour vous parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur et ce depuis plusieurs années, depuis de nombreuses années, pour ne pas dire depuis mon adolescence à moi. Vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui me connaissent bien, que j'ai écrit un ouvrage qui s'intitule Parents-ados, comment se parler sans déclencher la Troisième Guerre mondiale. Alors dire je l'ai écrit, ce serait plus exact de dire je l'ai coécrit avec mon adorable belle-fille Jade, qui n'est pas à mes côtés ce soir, mais qui a fait un remarquable travail d'illustration, de recherche de thèmes, d'échanges bien longs autour de ce qu'elle rencontrait, elle, en tant qu'adolescente, et puis moi, en tant que belle-maman. Et en fait, ça m'a permis de vraiment me pencher à fond sur ce thème bien complexe qu'est l'adolescence. Oui, parce que l'adolescence, il faut savoir déjà que c'est une notion qui est assez récente, qui s'est constituée au fil de l'histoire. Elle n'est pas si vieille que ça, puisqu'en fait, elle nous vient de... C'est à peu près au milieu du 19e siècle on s'est vraiment intéressé, qu'on a donné ce nom d'adolescence, parce qu'il ne faut pas confondre l'adolescence avec la puberté. La puberté, je dirais, ce sont des transformations qui sont universelle, qu'on rencontre partout dans le monde. Néanmoins, l'adolescence, c'est vraiment cette notion d'extension de la scolarisation à une tranche d'âge qui avant était au travail. À l'époque, je me souviens, ma grand-mère, elle a eu son certificat d'études, elle a travaillé très tôt, et puis à l'âge de l'adolescence, il n'y avait pas d'histoire de... Enfin, il n'y avait même pas ce terme, il n'était pas... C'était pas quelque chose qui était coutumier d'utiliser. Donc en fait, sans rentrer dans les définitions, parce que vous êtes tous capables de prendre un dictionnaire et de regarder la définition de l'adolescence, c'est vraiment comprendre que aujourd'hui, l'adolescence est ce moment où socialement, l'enfant est sorti de l'enfance, et en même temps, il devrait pouvoir contribuer à la citoyenneté, et il se voit refuser sa mise en œuvre pour la simple et bonne raison qu'il faut qu'il reste à la maison. Il faut qu'il reste à la maison parce qu'on espère pour lui qu'il ait une meilleure insertion dans la société. Alors, je vais mettre des guillemets en théorie, parce qu'on se rend compte que c'est pas toujours vrai. Donc, quelque part, si on veut résumer tout ça, c'est anthropologiquement, l'adolescent, c'est plus un enfant, mais il est encore socialement considéré comme un enfant. Donc, c'est vraiment ce mineur qui est sorti de l'état de l'enfance, dont on refuse de connaître que c'est plus un enfant. Donc l'adolescent, il a plein de transformations. Dans mon livre Parents-ados, j'ai vraiment parlé de ce tsunami des hormones qui déclenche plein de transformations physiques qu'on connaît, qui diffèrent évidemment d'un garçon et d'une fille, mais il y a aussi les transformations de l'ordre du développement cognitif, neurobiologique, je vais vous mettre un petit schéma, le développement physique et sexuel, le développement émotionnel, le développement moral. Alors si je fais un focus sur le développement neurobiologique, on sait qu'à 12 ans, le cerveau il atteint son plein développement limbique. Donc, je vous rappelle que le système limbique, c'est au niveau émotionnel. Et puis, de 14 ans à 21 ans, le cortex préfrontal, lui, il s'est développé pour contrôler les actions, planifier, mettre en œuvre des stratégies matures. Et c'est cet écart entre ces deux systèmes-là qui appelle à l'expérimentation, mais plus exactement, je dirais, la transgression qu'on connaît et dont on a tous envie, qui nous brûle et qui nous invite à dépasser, à franchir les interdits qui nous ont été donnés, les règles par nos parents, nos figures d'attachement, etc. Donc les grandes étapes du développement, je les ai résumées par ce schéma. Il y a évidemment ces transformations physiques dont on vient de parler. Il y a également, on va le voir, des changements au niveau social et relationnel, puisqu'on va voir que l'enfant, il est invité à explorer le monde. Et puis, il y a cette vraie construction de l'identité, puisqu'en fait, l'enfant, il se construit en observant un petit peu ses modèles. En général, ce sont les modèles parentaux, ces premiers modèles vivants qui l'ont accompagné quand il était petit pour lui dire quelle était sa place, quelles règles il devait suivre pour être accepté, pour vivre en communauté. Et puis à l'adolescence, c'est pas pour rien, on va le voir, qu'on va parler de crise identitaire, parce que l'adolescent, il sent qu'il y a plein de changements qui commencent à éclore en lui, mais il sait pas exactement qui il est.
Et c'est pour ça d'ailleurs que on parle de crise identitaire, de la crise de l'adolescence qu'on connaît tous. Donc voilà, il y a plein de formidables auteurs, psychanalystes et tout qui en ont largement parlé, avec comme je dirais pionnière, ou en tout cas comme étant la plus connue, Françoise Dolto, avec et notamment toutes ces images de homard, hein, de carapace, etc., qui sont assez fantastiques. Donc, si je découpe plutôt les étapes du développement, ben, on parle maintenant de plus en plus, hein, de la préadolescence qui commence entre 10 ans et 15 ans environ, où bah, justement on voit les premiers changements autour de la puberté. Donc, on est vraiment dans cette notion de relation au corps. Ensuite, il y a l'adolescence qui s'étale plutôt sur toute la partie des années lycée, où on cherche à rentrer en relation de plus en plus avec des pairs, à sortir du milieu familial. Et puis, cette adolescence où là, on rentre vraiment dans le jeune adulte qui va devoir faire des choix en termes d'orientation, soit continuer les études beaucoup plus loin, ou au contraire, se mettre directement dans des voies professionnelles. Quoi qu'il en soit, vous l'avez compris tout à l'heure quand on a parlé de cette définition de l'adolescence, c'est vraiment cette notion de l'enfant, l'ado, c'est celui qui est divisé entre l'enfant et le jeune adulte, et il ne sait pas vraiment qui il est entre les deux, et puis cette division, elle forme un vrai conflit, un inconfort terrible, parce que d'un côté, il rompt avec son état d'enfance, et puis en même temps, il ne se reconnaît plus vraiment comme il était avant, et il ne comprend pas non plus ce qui se passe en lui. Comme je le disais, il sent qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de lui, il y a plein de transformations qui s'opèrent, il y a ce tsunami des hormones, et il ne se reconnaît pas, et il a besoin d'aller vers cette quête identitaire pour répondre à cette fameuse question dont on va voir un peu plus loin, le fameux « qui suis-je ». Donc je vous ai parlé d'ouverture sur le monde, c'est vraiment ça. En fait, il y a plein de cultures qui ne se confrontent pas au problème de l'adolescence comme nous on se confronte. Moi j'ai passé quelques années, j'ai passé environ 6 ans en Équateur, et en Équateur il y a encore des rites d'initiation. Alors on n'est pas forcément dans les trucs de torture que vous avez pu découvrir dans certains films où on va mettre les adolescents avec plein de fourmis sur le corps, etc. pour lui infliger une douleur et lui dire ça y est, maintenant t'es adulte. Mais il y a des rites d'initiation qui invitent vraiment l'adolescent à dire voilà, ça y est, tu as un statut de membre à part entière dans la société, tu es sorti de l'état d'enfance. Voilà, en fait, quoi qu'il en soit, qu'on parle de rite d'initiation ou sans rite d'initiation, l'adolescent, il éprouve le besoin de s'ouvrir au monde en expérimentant une nouvelle forme de pouvoir. C'est-à-dire qu'il a besoin de rediscuter, refaire le monde. D'un côté, il n'est plus à calquer, à dire mon père il a dit ça, ma mère elle a dit ça, vous savez ces petites phrases trop mignonnes de l'enfance. Si maman elle a dit ça, c'est que c'est vrai, ou si papa il a dit ça, moi mon papa à moi il dit que. Mais non, là c'est vraiment, il perd quelque part cette forme d'assurance puisqu'il a besoin lui aussi de découvrir ce qu'il pense vraiment. Et donc du coup, toutes ces nouvelles capacités et puis son opinion personnelle, elles sont forcément source d'angoisse pour lui. Et puis toutes ces fameuses questions existentielles qui fait que on se dit pourquoi il se pose toutes ces questions, parce qu'il a besoin de réfléchir par lui-même et de se faire une opinion sans dire si maman l'a dit ou si papa l'a dit, c'est que c'est vrai. Voilà. Donc tout ça, ça passe forcément par un besoin de distance de l'ado, puisqu'en fait, ce conflit qu'il va ressentir à l'intérieur de lui, ça ne se traduit pas nécessairement par un conflit externe. On dit toujours, ça va être la guerre, mon pauvre, l'adolescence, c'est terrible, tu vois. Non, selon les enfants, il n'y a pas forcément de guerre. Toujours est-il que, en fait, l'adolescent, vu qu'il vit des transformations intérieure, il a besoin de prendre de la distance pour se comprendre, de la distance avec lui-même. Et s'il prend de la distance avec lui-même, ça oblige, ça aboutit, ça a pour conséquence à une redéfinition de l'ensemble de ses relations. Donc, si lui il se transforme, automatiquement, le rapport aux autres va se transformer aussi, c'est obligé. Et donc, du coup, les gens, ils vont être obligés, quand je dis les gens, c'est ses proches, c'est ses parents, c'est son entourage, c'est ses amis, c'est tout ça, va être obligé de se transformer avec lui. Donc à l'adolescence, il y a bien quelque chose à retenir, c'est qu'il ne peut pas exister autrement qu'en affirmant le fait qu'il est différent. Il est plus ce qu'il était, son entourage, il n'a plus affaire à un enfant.
Donc du coup, ben, forcément, lui, il sent des transformations éclore. On a parlé des transformations, de toutes les transformations qu'il rencontre. Et bien cette étrangeté ben, qu'il ressent par rapport à lui, ben, ça va se transformer forcément, ça va avoir un impact. Je dis toujours que l'extérieur, elle reflète son intérieur, donc son intérieur, son extérieur va aussi refléter que cette étrangeté-là, il va plus forcément reconnaître l'adolescent. Et c'est aussi pour ça que l'exemple le plus typique, c'est l'adolescent, il ferme la porte. Ah oui, ça marque déjà qu'il a besoin de marquer son territoire à lui, son espace. Et c'est important que le parent il respecte ça. Alors s'il y a des grands mots-clés qui marquent l'adolescence, c'est vraiment cette notion de séparation, d'individuation, se séparer des figures parentales, d'où bah, très souvent, typiquement, c'est pour ça qu'on parle de conflit, parce que l'enfant il a besoin de s'opposer à ses parents. Et puis en même temps, il y a tout ce processus d'individuation qui fait que l'adolescent, bah, pour être dans ce processus d'individuation, il va avoir besoin de se distancer de sa famille et c'est normal. Donc du coup, bah, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on voit éclore avec les changements hormonaux, etc., des besoins sexuels qui deviennent matures, des besoins affectifs. L'ado, il a besoin de se projeter dans le futur. Donc quelque part, pourquoi c'est pas évident d'être ado aujourd'hui? Bah, parce que l'ado, il est quand même bourré de contraintes. En gros, on lui dit, bah, maintenant tu es mature pour aller bosser, mais en même temps, on te demande de rester à la maison. Donc tout ça, ça fait que l'ado, ben, c'est pas très marrant pour lui parce qu'il est obligé d'aller à l'école. Il est obligé de vivre avec ses parents, là où dans le temps de nos grands-parents ou des générations d'avant, ben, il était déjà capable de s'assumer pleinement et puis d'être en pleine autonomie vis-à-vis de ses parents et d'être dans sa responsabilité pleine d'adulte. C'est pour ça que cette notion d'adolescente, elle est assez récente. Alors, je parlais de qui suis-je? Alors, à cette question, moi j'adore cette question. Qui suis-je, hein, ça fait des années et ça fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre et ça en fait encore couler de la part des philosophes, des psys, etc. Mais déjà, à cette question, on peut répondre deux choses. C'est déjà ces fameux VACOG hein, dont on parle et dont je vous parle souvent, en PNL, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, qui inclut très souvent ces deux notions aussi, de l'olfactif et gustatif. En fait, c'est je suis, ce que je ressens à travers ces cinq sens. Ça, c'est déjà la première question, la première réponse, pardon, qu'on pourrait poser à cette question. Et puis, c'est aussi, je suis ce que pensent les autres de moi, en fait. Quand je parle des autres, c'est le groupe humain avec lequel je vis, la communauté familiale, mes amis, etc. Donc du coup, à partir de là, on peut déjà dire que l'identité, elle est double, hein, puisque je suis ce que je ressens et puis je suis ce que les gens y pensent de moi. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé tout à l'heure de la première crise identitaire, la première crise de vie, puisque au bout d'un moment, l'enfant, quand il grandit, on lui dit « Ah, machin, il est sage, ah, machin, il est timide, machin ». Et en fait, les gens, ils passent leur vie, hein, nos proches, et puis aussi nos figures d'enseignants, tout ça, à nous mettre des étiquettes sur le dos. Ah lui il est ceci, lui il est cela. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire au bout d'un moment? C'est le fameux piège, l'identification du piège de l'ego. Vu que c'est fatigant, vu que c'est épuisant de contredire les autres, il va adopter ces masques-là, ces figures-là, et puis il va devenir ce qu'on projette sur lui et qui n'est pas forcément lui. Voilà. Et donc, on finit souvent par ne plus penser que ce que les autres pensent de nous et qui n'est pas forcément juste. Le problème, c'est que tout commence là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir une pensée complètement différente de ce que l'on est, puisqu'ils ne projettent que leur propre image d'eux-mêmes ou leur propre angoisse d'eux-mêmes sur un enfant. Donc c'est aussi la raison pour laquelle l'enfant il a besoin d'aller explorer le monde pour aller dire voilà, moi je me reconnais pas là-dedans, donc il y a des pères, il y a des groupes de pères, il y a des gens que je vais rencontrer, il y a d'autres ados, il y a d'autres adultes qui reconnaissent qui je suis ou qui j'ai envie d'être, et donc quelque part le jeune il sort et puis il va dire voilà, au moins avec eux ils me reconnaissent comme ça, comme ça, comme ça, là où on me reconnaissait pas comme ça ou comme ça, mais et je dirais que le problème, il va recommencer et se répéter à l'infini parce qu'au bout d'un moment, on va rencontrer des gens qui vont eux aussi projeter des masques, des costumes sur nous qui ne sont pas nous. On ne va pas se reconnaître, on va vouloir changer de costume et le problème, il va se rejouer à l'infini. Et ce serait tellement plus facile si on pouvait définir notre identité nous-mêmes à travers nos cinq sens plutôt que de dépendre des autres et de vouloir être aimé par les autres en voulant sans arrêt d'être dans cette quête de reconnaissance, d'acceptation des autres. Donc en fait,
là, j'ai besoin de faire un rappel important. L'enfant, il a besoin de repères pour construire son identité. D'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a besoin de règles. Il a besoin que ces gens, quand il est tout petit, il a besoin que ses parents lui disent, ben voilà, ta place, c'est ça, ça, ça et ça. Et c'est à partir de cette première crise de dire, ben non, en fait, je suis pas tout ça, je suis plutôt ça, ou je me reconnais plutôt là-dedans, que on devrait se recentrer réellement pour se dire, bah voilà, moi je vais apprendre à savoir qui je suis, je vais apprendre à réécouter mon corps pour savoir ce qui m'appelle, ce qui est bon pour moi, parce que s'il y a bien quelqu'un qui sait ce qui est bon pour vous, c'est vous, donc c'est votre corps, c'est votre cœur. J'ai l'habitude de dire l'intelligence est dans le corps. Et donc, vu qu'on ne nous a pas appris à écouter notre corps, à nous écouter, puisque on a bien souvent été élevés dans des familles, on nous a dit, moi, écoute-moi, parce que je sais ce qui est bon pour toi, tu sais, là, derrière, le monde, toi, tu t'imagines que, mais en fait... Et bien, en fait, ce manque de connaissance, cette immaturité, hein, j'ai envie de généraliser et de dire que on a dans l'ensemble et en grande majorité baigné, elle fait que on est sans arrêt des êtres humains dans le besoin de reconnaissance extérieure pour pouvoir avoir le sentiment d'exister. Et c'est bien dommage et c'est ce qui fait que c'est source de souffrance. Alors, voilà un petit tableau récapitulatif des variables qui participent à la construction de l'identité. Parmi eux, je vous ai mis les groupes d'amis, ce qu'on appelle les stratégies d'adaptation, hein, c'est-à-dire que ça représente toutes les actions qu'un individu va mettre en œuvre pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté. À l'école aussi, hein, ça participe à construire notre identité en fonction de comment on nous a vus, ce qu'on a dit de nous, comment on s'est perçu, etc. Il y a le tempérament aussi de l'enfant, évidemment, il y a la famille, et puis il y a toutes les activités sociales, culturelles, sportives qui vont aussi façonner notre identité. Donc, quand je parle de quête identitaire, de recherche de ma véritable identité, dans l'identité, je vous rappelle qu'il y a deux choses qui la construisent. Il y a tout ce qui est inné, c'est-à-dire je suis la somme de ce que je suis, avec toutes les mémoires de mes parents, de mes grands-parents, etc., mon héritage génétique dans les 20% codants, et puis il y a tout ce que j'ai appris, c'est-à-dire tous mes acquis en fait, hein, aussi bien à l'école qu'à travers mes expériences personnelles, etc. Et l'ensemble, c'est-à-dire ce que je suis et ce que j'ai acquis, en fait, c'est tellement vaste, c'est tellement grand que je suis incapable d'être conscient de tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle le conscient et l'inconscient. Et vous savez, l'inconscient, c'est cette partie de l'iceberg complètement immergée qui est énorme. Et donc, comme l'inconscient, il communique à travers le corps, à travers nos sens, à travers nos intuitions, à travers nos rêves, et si on n'était pas aveuglé par tous nos costumes, par tous nos masques, par tout ce qui fait que je suis gentille parce qu'elle veut que je sois gentille, pour être aimable, pour que je sois gentille, je suis sage parce qu'elle me dit que je suis sage, et j'ai compris dans ma petite tête d'enfant que quand j'étais sage, maman elle était contente. Je suis studio parce que j'ai compris que quand je suis studio, papa il est fier de moi et que ça le rend heureux et qu'il m'aime davantage. Et tout ça fait que du coup on se perd de nos sens, on se déconnecte de notre inconscient. Et comme on évolue dans une société où surtout tout ce qui est attrait au corps, on ne veut pas en entendre parler, le mental, lui, il prend la première place, et puis on n'est plus du tout à l'écoute de notre inconscient. Et quand on n'est plus à l'écoute de notre inconscient, qu'est-ce qui se passe? C'est une montée d'angoisse, c'est un petit peu l'image de dire je ferme la porte, je laisse l'individu dans le noir, et puis c'est le meilleur moyen que l'individu qui ne sait plus vraiment où il est. C'est ce qui fait que moi je me retrouve avec des gens dans mon cabinet qui frappent à ma porte et qui me disent je ne sais plus qui je suis, ou je ne sais pas quelle est ma place, ou je sens qu'il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, que je ne suis pas vraiment à ma place. Oui, c'est normal parce que la personne elle a un projet, mais l'inconscient elle a un autre projet pour la personne. Voilà, donc le conscient et l'inconscient, très souvent, ils ne savent même pas que l'un et l'autre, ils existent, alors que l'idée, ce serait vraiment de refaire une vraie place à cet inconscient, parce que l'inconscient, moi je dis souvent aux gens, c'est celui qui gère, qui pilote 90% de nos actions, de nos comportements. Voilà, on est conscient très souvent que de 10% de ce que l'on est, de ce que l'on veut, de nos projets, etc. Donc, si je reviens vraiment sur une notion qui porte plus, qui se focalise plus sur l'adolescent, je dirais que au cours des dernières décennies, il y a eu des transformations énormes au niveau sociétal. D'abord, l'enfant, il a vu son statut qui s'est beaucoup modifié. Sur les générations précédentes, il y a eu toutes
toutes ces transformations incroyables avec, bon, déjà, on surmonte au droit de vote des femmes et puis le droit de parole. Hein, là où avant, on était dans une société beaucoup plus patriarcale, ben aujourd'hui, l'enfant, il a carrément le même niveau de parole que les parents. Hein, et c'est aussi important. Là où avant, on disait souvent, moi je me rappelle mes grands-parents, mais moi, à votre époque, à table, les enfants, ils n'avaient pas le droit de parler. Bah oui, avant, c'était les femmes qui avaient pas le droit de parler, puis après, c'est carrément les enfants. Et puis maintenant, bah, l'enfant, il a exactement le même niveau, le même droit que ses parents. Et on est vraiment sur une notion égalitaire. Alors, du coup, vu qu'on est sur une notion égalitaire, ben, il y a plein de contradictions, vous allez voir, parce que quelque part, moi, je dirais que ça, c'est très bien. Mais il est attendu de l'enfant qui s'autonomise de manière hyper précoce et en même temps, ben on l'a vu que l'adolescence, ça demande le retard, l'extension des études et qu'il reste à la maison, ben en même temps, on essaye de le garder sous la protection parentale et puis il y a une sacralisation de l'enfant qui se fait. Aujourd'hui, on dit de plus en plus, ben, nos enfants, puis on va le voir, hein, nos enfants sont nos maîtres, nos enfants sont nos enseignants, on les reconnaît comme tels, mais il y a quand même cette dualité qui se joue. Et puis, il est attendu qu'il assume ses positions, ses actes, et en même temps, ben, on recule de plus en plus, hein, comme je l'ai dit avec cet allongement des études, ben, le moment où il va prendre vraiment ses responsabilités et son autonomie complète dans la vie. Après, au niveau de la responsabilité parentale, ben, évidemment que les parents, ils ont un vrai rôle à jouer, mais les parents, ils se mettent une pression parce qu'on leur en met de plus en plus, hein. Je ne dis pas que c'est de leur faute, et si je vous disais... C'est ce que je dis souvent en fait aux gens que j'accompagne, tout est une question de regard dans la vie, et vous m'entendrez très souvent le dire. Mais oui, parce qu'en fait, si c'était pas si compliqué, d'un côté, c'est pas si compliqué parce qu'on a juste à désapprendre le jugement, à remettre de la compréhension. Et quand je dis ça, c'est surtout à réapprendre à faire confiance à nos enfants et en la société. Parce que tout ça, ça va de pair à faire confiance en la vie, à faire confiance tout court, qui englobe tout ça en même temps. Si on avait simplement à sortir de cette idée de compétition, que la compétition est bonne, et puis là je parle vraiment de la France parce qu'on est dans ces sociétés élitistes avec les meilleures écoles au monde, les l'ENA, HEC, etc. Ça c'est très français d'ailleurs. Les Français ils ont tendance à beaucoup dénigrer les études courtes, les BEP, etc. Là où dans d'autres pays comme l'Australie par exemple, c'est très valorisé. Regardez sur quels critères on dit qu'un enfant il réussit sa vie? Sur l'argent? Sur quoi? Regardez aujourd'hui combien ça gagne un plombier, comme c'est reconnu, comme c'est recherché. Et puis, ben, c'est aussi comprendre que la manière dont on regarde les choses, les gens, ça a un impact considérable sur les enfants. Ben oui, si on a un regard qui abaisse, si on a un regard qui juge, si on a un regard qui a peur, tout ça, ça va impacter fortement l'enfant. Alors évidemment, c'est pas toujours simple de se situer par rapport à nos ados. Pourquoi? Parce que il faut accepter le changement, les transformations de l'enfant qui nous ramènent à cette période de vie. Comment nous, on l'a géré, notre adolescence. Et oui, l'enfant, il nous renvoie à nous-mêmes, hein, toujours. Donc, l'enfant, il ne faut pas oublier qu'il va venir nous questionner, là aussi, sur les résolutions qu'on a trouvées à cette époque pour pouvoir vivre cette transformation. Et en fait, c'est sa propre identité adulte et la forme d'équilibre qu'il est parvenu à établir que l'ado, il vient vraiment interroger en même temps que son rôle de parent et le rapport qu'il entretient avec son parent. En fait, faire face à l'adolescent, c'est tout ça. C'est faire face à l'ado qui aime se donner des repères dans la confrontation. En fait, c'est être capable de tenir des positions dont on sait qu'elles sont complètement discutables. Et en même temps, on sait que l'ado, il vient s'y opposer, puisqu'il est dans la confrontation, je vous l'ai dit. Donc, où c'est pas évident pour le parent, c'est déjà de faire le deuil de cet enfant, parce qu'on comprend déjà, en le voyant changer, en le voyant évoluer, en voyant son corps qui a changé, que c'est plus le petit bout qui cherche les mêmes choses. Et pour que cette redéfinition des rôles, elle soit possible, il faut à tout prix que le parent il fasse le deuil de cet enfant, sinon il ne va pas aider du tout l'ado à pouvoir se construire. Voilà. Et dans les écueils à éviter, je vous ai parlé de contradiction tout à l'heure, en même temps qu'il faut prendre en compte la réaction de l'ado qui va absolument négocier, je vous l'ai dit, abandonnez surtout pas vos positions quand vous trouvez qu'elles sont justes pour l'équilibre familial, même si elles sont discutables. Pourquoi? Parce que l'ado, il ne veut pas avoir raison à tout prix. Il cherche à vous tester, même quand vous avez raison. N'oubliez jamais qu'un ado, il a besoin de limites. Un enfant, il a besoin de limites. Si vous lui en mettez pas, sachant qu'il a besoin de transgresser,
Imaginez le risque, comme c'est dangereux. Voilà. Et puis, les écueils à éviter, je vous l'ai dit, bah, c'est quelque part ne pas rester sur des positions intangibles et en même temps, il s'agit de surtout pas fuir la confrontation puisque l'ado, il vous la demande. En même temps, c'est arrêter de continuer à considérer votre enfant comme un enfant, mais en même temps, n'oubliez pas qu'il reste fragile, qu'il a besoin de vous, qu'il a besoin de votre soutien, qu'il a besoin de votre présence. Vous le verrez, j'avais pas envie de remettre toutes les étapes clés, les grandes lignes de mon bouquin, sinon vous n'aurez pas envie de l'acheter. Et puis pour ceux qui l'ont lu, ben, aucun intérêt d'écouter cette vidéo. Donc j'avais envie d'aller plus loin. Donc évidemment, je vous invite à le lire pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais c'est de comprendre que cet enfant, il a besoin de vous. Et même s'il vous rejette, même si vous avez le sentiment que ah, c'est bon maman, t'es lourde, ah tes bisous, si vous lui en faites plus, si vous n'accordez pas le temps qu'il vous demande quand il a envie de parler, et pour lui il va le vivre avec tellement de rejet, tellement de douleur. Alors oui, c'est ça aussi, être parent d'ado, c'est être capable de comprendre tout ça et toutes ces contradictions. Et toutes ces contradictions qui fait qu'il y a tellement de transformations qu'il s'agit vraiment d'accompagner cet enfant qui est dans une période où il a besoin de tellement de soutien. Voilà. Et puis, cherchez pas non plus à le considérer comme un ami parce que c'est pas un ami, c'est votre enfant. Avec tout ce que ça suppose quand on est parent, on n'est pas le copain. Voilà. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde il a changé hein, et il change encore et la Terre elle ascensionne énormément en ce moment avec la physique quantique. On se rend compte que il y a un vrai renouveau. C'est-à-dire que là où avant on voyait un enfant où on avait tout à lui apprendre, on disait ah bah, il va falloir que je lui apprenne tout, sans moi cet enfant il est rien, donc forcément moi je sais mieux que mon enfant ce qui est bon pour lui. Aujourd'hui on se rend compte que l'éclairage il est complètement différent. Aujourd'hui on voit nos enfants comme des bombes de potentiel qui viennent avec des consciences tellement plus élevées que les nôtres et c'est normal puisque on n'arrive pas neutre aujourd'hui. Hein, on n'arrive pas au point zéro, et là je ne parle pas de la physique quantique, mais au point zéro on a tout à apprendre. On vient déjà avec les mémoires de nos ancêtres, de nos grands-parents, de nos parents. Donc on vient déjà avec une conscience qui est plus élevée. Et oui, c'est normal puisqu'on est sur cette terre incarnée pour pouvoir ascensionner au niveau de notre conscience. D'où cette fameuse phrase, nos enfants sont des maîtres, nos enfants sont des enseignants. Voilà, entre avant cette idée de l'enfant, j'ai tout à apprendre à l'enfant, et puis aujourd'hui c'est nos enfants sont nos maîtres. Vous imaginez la polarité, la dualité, on est aux opposés au niveau du regard qu'on a sur nos enfants. Donc du coup tout ça, ça a un impact énorme et on a vraiment besoin, et là je vais reprendre les paroles justement de Steiner, de se rappeler qui on a été nous avant, puisque nos enfants nous renvoient toujours à nous-mêmes. Donc je vous demande de vous rappeler, vous, qui vous avez été enfant, quelle place aujourd'hui vous laissez à votre enfant intérieur. Moi forcément en tant que thérapeute, je reviens toujours en expliquant que la vie, elle nous amène des répliques tout le temps de notre passé pour nous inviter à nettoyer, à visiter ce qui n'a pas été visité, ce qui n'a pas été nettoyé, pour pouvoir sublimer nos blessures, parce que nos blessures, hein, je vous l'ai déjà dit, on peut les vivre dans le déni, on peut se positionner en victime en se disant toujours c'est l'histoire de ma vie, ou au bout d'un moment dire non, moi je suis un alchimiste et je sublime tout ça. Donc voilà, donc je vous demande simplement, puisque vous êtes là, vous avez certainement des ados, de les regarder et puis de vous dire quand je les regarde, qu'est-ce que je vois en lui? Et puis est-ce que moi je projette pas tous mes désirs, ou au contraire tous mes peurs ou tous mes rêves avortés parce que je ne me suis pas autorisée, ou parce que j'ai laissé quelqu'un d'autre décider pour moi de ce qui était bon pour moi. Voilà. Donc quand je regarde par exemple, j'ai 2 enfants, un pré-ado, un ado, et ils ont 2 ans ou 3 ans d'écart, et quand je dis ah bah lui il est un peu plus turbulent, bah en fait est-ce qu'il est vraiment plus turbulent, ou est-ce qu'il vient pas simplement pointer un espace en vous de non-acceptation? Voilà. Donc ma réponse elle est la même à chaque fois, c'est-à-dire je vous demande de lâcher prise sur cette idée de savoir mieux que vos enfants ce qui est bon pour eux. Ben oui, parce que la seule personne qui sait ce qui est bon pour vous, c'est vous. À quelle heure vous pouvez prétendre et juger que vous savez mieux que votre enfant, sous prétexte que la vie elle est comme ci ou comme ça? Voilà. Reconnaissez que en tant qu'être humain, nous avons tous, quel que soit notre âge, un enfant qui sommeille en nous, qu'on ait 20 ans, 40 ans, 90 ans, il y a cet enfant intérieur qui claque, et à chaque fois qu'on voit la dose, ça nous fait référence à c'est quoi, qu'est-ce que vous avez abandonné comme rêve, ou au contraire,
Mais si vous estimez que vous n'avez pas eu le droit, qu'est-ce que vous cherchez à compenser avec votre ado? Parce qu'il ne s'agit pas non plus de tout reporter sur l'ado, sinon ça crée ce fameux déséquilibre. Je vous ai parlé de la polarité. Tout est une histoire de polarité puisqu'on vit sur une terre polarisée. Donc il y a un pôle nord, il y a un pôle sud. Un enfant, d'ailleurs on le voit, hein, pendant des années, on a parlé dans les blessures de l'âme de l'enfant, la séparation, l'abandon, la maltraitance, la non-reconnaissance, le rejet, voilà, j'ai oublié. Aujourd'hui, maintenant, il y a des nouvelles blessures qui émergent. Il y a la blessure de l'enfant roi, il y a la blessure de l'enfant sorcier. La blessure de l'enfant roi, bah, c'est souvent, en fait, ces générations des années des 68 arts qui se sont dit je suis en contradiction avec mon modèle parental, donc qu'est-ce que je fais quand je suis en contradiction? Quand je n'ai pas accepté mon modèle parental, ben, je vais faire l'inverse. Mais si vous faites l'inverse, c'est pas bon non plus. Hein. Je prends toujours cet exemple très sommaire de dire vous pouvez pas connaître le chaud si vous connaissez pas le froid. Vous pouvez pas connaître le bien si vous n'avez pas une idée de ce qui est mal. Et ben c'est ça la polarité. Et si vous prenez un vin gelé, ce sera tout aussi désagréable ou insupportable qu'un vin brûlant. Donc si vous laissez à votre enfant le truc nos limites, pas de limites, ben, je vous l'ai dit déjà c'est dangereux pour lui parce qu'un enfant il a besoin de limites, sinon il ne saura pas s'en mettre plus tard. Et puis c'est surtout que derrière moi, les thérapeutes, hein, je dis moi c'est l'ego qui parle, en fait derrière on récupère des enfants rois, enfin des générations qui ont été des enfants rois qui font qu'il y a une espèce de pseudo-nostalgique du passé. Et puis c'est des gens qui ont jamais réellement intériorisé les limites du possible et qui font que tout leur est dû. Tout leur est dû tout le temps. Et c'est insupportable et c'est invivable pour les autres comme pour eux. Moi je dis toujours, j'accompagne les gens à découvrir leur essence et leur unicité, ce qui les rend uniques. Vous êtes le résultat du vécu et du ressenti de vos parents. Ça c'est ce qu'on sait. Voilà, avec notamment, je vous invite à lire ce magnifique livre qui s'appelle L'empreinte de naissance. C'est ce qui vous rend unique. Un enfant, il capte déjà dans la matrice, et puis dans cette matrice qui commence 9 mois avant la conception jusqu'aux 9 premiers mois de vie. Il capte le ressenti, le vécu de ses parents, c'est ce qui le rend unique, hein, même par rapport à un frère ou une sœur, puisqu'évidemment, quand il y a un frère ou une sœur, le vécu et le ressenti des parents ne vont pas être le même. Et puis l'enfant, il choisit quelque part, hein, avant son incarnation, son talent, ce qu'il va venir expérimenter. Alors, ce qui nous réunit tous, c'est de nous rappeler, d'expérimenter que nous sommes des êtres d'amour, puisque l'amour, ça imprègne toute la création. Voilà, pour qu'il y ait un enfant, il faut le résultat d'un rapport déjà sexuel entre un homme et une femme. Et donc, s'il y a cette croyance sous-jacente de si je suis vue et reconnue par l'autre, je vais m'en rapprocher, c'est sacrément limitant. Pourquoi ? Parce que c'est un enfant qui peut se dire, moi si je fais telle étude, on va prendre des trucs très prestigieux en France, médecine ou le droit, hein, si je fais du droit, si je suis avocat, si je deviens juge, mon père il sera fier de moi. Voilà un autre exemple d'écueil considérable parce que c'est cette croyance de proximité qui en fait égale à la séparation. Voilà. Oui, parce que pour découvrir son unicité, il s'agit absolument en prérequis de se soustraire des influences extérieures. On est toujours tenté, on l'a vu, hein, d'être reconnu, d'avoir cette quête de reconnaissance des autres pour être aimé. Et c'est comme ça qu'on abandonne son unicité. En fait, la vraie unicité, c'est simplement le résultat de, en tant que parent, je suis unique. Et même si toi, tu m'apparais comme un étranger ou que tu as une réalité étrange ou des rêves étranges, je les accepte. Vous imaginez le décor si on était tous des comptables, tous des ingénieurs ou tous des avocats, hein. Et c'est là, en ça, où la vie, elle est extraordinaire. Regardez comme elle est équilibrée, ne serait-ce que par rapport au nombre de naissances des garçons et des filles. Voilà. Donc comprenez que cette somme d'unicité, ça amène l'unité qui passe évidemment en premier lieu par l'acceptation des parents, puisque c'est nos premiers modèles vivants, nos premiers modèles parentaux qui vont nous insuffler cette confiance dont on a besoin, cet amour inconditionnel. Donc quand on dit à un enfant, tu sais, là j'accepte pas tes résultats, il faudrait que tu fasses mieux, il faudrait que tu fasses plus. Qu'est-ce qu'il enregistre l'enfant en raccourci dans son cerveau? Je suis pas aimable. Ou pour être aimé davantage, il va falloir que, sous-entendu, je suis pas comme je suis, c'est pas parfait. Voilà, donc vous comprenez bien, hein, l'enfant blessé conditionne la façon dont on se voit, la façon dont on a été vu, la façon dont on va voir nos enfants et même les autres enfants autour de nous.
Sachez que en fait, l'enfant, il perçoit le non-verbal quand il est petit. Le non-verbal, c'est, voilà, vous pouvez dire à un enfant, bah oui, c'est parfait, ce que vous avez compris, mais si vous, c'est pas intégré dans votre schéma, et ben l'enfant, il va le capter. Il va le capter partout où il sent qu'il y a des espaces qui ne sont pas aimables. Et pour pouvoir aimer correctement un enfant, il faut vous aimer vous-même. Tout le travail, il démarre en soi. Sinon, vous ne le vivrez pas. C'est pas une aventure vibrée. Donc, Grégory Mutombo, j'aime beaucoup. J'ai repris d'ailleurs ce qu'il a dit. Il parle de contrat d'élévation mutuelle. C'est cette compréhension, en fait, qu'on choisit. Hein, alors, je ne vous demande pas de partager mes croyances, mais moi, c'est une conviction intime. On choisit la famille dans laquelle on s'incarne pour pouvoir élever nos parents, puisque, comme je vous l'ai dit, on arrive avec une conscience plus élevée qu'eux, puisqu'on a déjà la somme de leurs apprentissages. Et puis, on est là pour les faire grandir, mais aussi ils sont là pour nous faire grandir, évidemment. Et tant qu'on part du principe qu'on est responsable aussi du mal-être de nos enfants, ben on laisse nos enfants nous critiquer, nous juger, et c'est pas juste. C'est pas juste ça non plus. En fait, moi je parle souvent de la responsabilité, cette notion responsable n'est pas coupable. On est responsable de tout ce qu'on rencontre. Voilà. Et tout est un cadeau dans la vie. Hein. Alors des fois, je parle souvent de cadeaux déguisés parce qu'il y a des choses qui peuvent nous paraître comme des pires épreuves, mais c'est souvent là, justement, qu'on arrive à prendre conscience à travers les épreuves, qu'on grandit parce qu'il y a des vraies prises de conscience qui sont opérées. Alors, vous pouvez parler d'enfants blessés. Hein. Bah oui, moi, mes parents, je n'ai pas eu de bol parce qu'ils ne m'ont pas aimé, ils ne m'ont pas ceci, ils ne m'ont pas accompagné. Ils voulaient absolument que je sois ça. Puis même en étant ça, ils m'ont toujours dit que je ne serais pas capable. Et si vous partiez du principe que vous aviez choisi cette épreuve pour vous rappeler que vous êtes des êtres d'amour et que c'est à vous d'aller faire ce travail de réparation parce qu'on peut tout réparer. On peut tout réparer en soi. Ben oui, je vous l'ai dit, la seule personne qui sait ce qui est bon pour vous, c'est vous. Donc il suffit juste d'aller vous le dire, d'aller réparer, de redevenir le bon parent pour vous. Hein, pour être un bon parent, il s'agit d'être un bon parent pour soi parce que, voilà, comme disait Gandhi, sois le changement que tu veux rencontrer dans le monde. Et voilà. Donc la réponse idéale quand on a un enfant qui va nous poser des problèmes, des interrogations, je vous l'ai dit, c'est l'amour inconditionnel, mais c'est vraiment faire passer cette confiance. Quand j'ai des parents qui me disent « Ah oui, mais mon enfant, voilà ce qui se passe. » T'as confiance en lui? Bah, si le parent il n'a pas confiance, bah, ça peut pas bien se passer. Ça peut pas bien se passer parce que si le parent il n'a pas confiance en l'enfant, comment voulez-vous que l'enfant ait confiance en lui? C'est peine perdue. Donc la clé, c'est vraiment d'accepter qu'on ne puisse pas comprendre toujours les choix de nos enfants. Mais si on les accompagne en confiance et en conscience que tout est parfait, que c'est le chemin qu'il a choisi pour expérimenter ce qu'il avait à expérimenter et à comprendre de lui-même ses expériences, bah là c'est gagné. Et c'est accepter de se dire, bah voilà, je sais pas pourquoi tu fais ce choix, mais j'ai confiance en toi, je sais que c'est pour le meilleur pour toi et tu trouveras la bonne réponse pour toi. Et alors il y a deux chemins possibles, il y a le chemin de la confiance et puis il y a la voie de la peur. La voie de la peur, c'est je me laisse submerger par mes peurs quand mon enfant il rencontre telle ou telle problématique de harcèlement, de drogue, d'abandon de l'école, etc. Où il y a quel espace je choisis en moi parce que nos enfants, ils nous obligent à nous questionner sans arrêt. Donc c'est quel espace je choisis en moi? Est-ce que j'accorde ma confiance à cet enfant ou je choisis de dire je sais mieux que toi ce qui ne va pas? Voilà. Moi qui me suis trompée aussi des tas de fois, moi qui ai fait des tas de conneries dans ma vie. Souvent, hein, on veut dire, mais moi je me souviens, ma mère, elle me disait toujours, je voudrais tellement t'éviter que tu refasses les mêmes erreurs que j'ai fait. Je sais, mais maman, un jour tu m'as dit, alors elle avait repris ça, je me souviens, on avait un tableau chez mes parents dans la cuisine avec, elle marquait la liste des courses, des petits dessins, des citations qu'elle aimait. Et puis elle avait mis cette citation d'ailleurs que je reprends dans mon livre Parents Ados et qui m'a accompagnée tout au long de ma jeunesse parce que j'étais très fière de lui avoir dit ça un jour. Je dis mais maman, tu nous as écrit un jour la connaissance et l'expérience, tout le reste n'est qu'information. Je crois que c'est son texte Exupéry, mais je suis pas sûre. En tout cas, la citation, c'est ok, c'est intégré. Et donc un jour, elle me dit non, non, moi je veux pas que tu fasses ça parce que moi, tu sais, je l'ai fait avant toi. Puis je me suis rendu compte que c'était une connerie. Je dis bah oui, mais maman, t'as écrit un jour la connaissance et l'expérience, tout le reste n'est qu'information. Bah moi aussi, j'ai besoin d'en faire l'expérience. Bah oui, la vie, hein, il n'y a pas de bon chemin ou de mauvais chemin. Il n'y a pas de réussir sa vie. Pour certains, ça va être de faire des voyages. Pour d'autres, ça va être de gagner $1 million. Pour d'autres, ça va être d'avoir des enfants. Et qui peut juger de comment on réussit sa vie?
Bah, la seule personne, c'est nous. Et si la personne, elle est capable de se regarder le matin et de se dire, bah, moi, je sais que j'ai réussi ma vie, bah, ce ne sera peut-être pas les critères du parent, mais si la personne, elle sent qu'elle a réussi sa vie, bah, là, vous avez réussi en tant que parent. Là, vous avez réussi en tant que parent à élever votre enfant, croyez-moi, parce que si il ressent ça, qu'il a réussi sa vie, mais c'est génial. Voilà. Donc, comment vous pouvez les accompagner? Ben, simplement en leur faisant confiance, en leur disant, tu sais, tu es une personne formidable comme tu es, et je t'aime parce que tu es. Il n'y a rien à faire de spécial, il n'y a rien à dire de spécial. Voilà, tout est dans l'amour, la clé elle est là, l'amour, l'acceptation, au lieu de choisir le jugement. Aimer inconditionnellement, ça veut dire ça. J'espère que je vous ai fait passer les bons messages. En tout cas, s'il y a une chose à retenir aussi, en plus de l'amour, s'il y a une chose à retenir en plus de la confiance, c'est la responsabilité d'être heureux. Je vous l'ai dit, les enfants, très souvent, quand on a bien fait notre boulot, hein, quand on les a aimés, et mal aimés avec nos imperfections, parce que c'est normal et ça fait partie de l'apprentissage de la vie. On fait tous des erreurs, on produit tous des choses qu'on a entendues, où on va dans la polarité, comme je l'ai dit, là où on a trouvé que bah, c'était pas juste et on va refaire le tout contraire et ça va pas être juste non plus parce qu'on va tomber dans ces contraires. Et bien, si on a une responsabilité, c'est d'être des parents heureux, de montrer un modèle heureux, parce que je dis souvent aux parents que j'accompagne, si vous, vous êtes bien, si vous vous faites passer en premier, l'enfant il va faire pareil. Et très souvent, les parents qui ont manqué, ils veulent à tout prix compenser, surcompenser ou se sacrifier pour leurs enfants, pour qu'ils aient le meilleur. Non, se sacrifiant, qu'est-ce qu'ils leur donnent comme modèle? Bah, le modèle du sacrifice. Alors, pour conclure, bah, je vous dirais qu'il s'agit vraiment d'accepter d'avoir un regard neuf. Moi, je dis toujours, et ça fait partie de ma convention personnelle, je sais que je ne sais rien. Et c'est vraiment avoir cette posture d'humilité, de remise en question. À partir du moment où on part du principe qu'on sait qu'on ne sait rien, mais tout est possible et puis on peut vraiment apprendre à chaque instant. Et de nos enfants, voilà, notamment. Et puis ce rappel qu'il y a toujours deux espaces. Est-ce que quand il y a un problème, je le vois comme les espaces qui pointent en moi toute la peur et qui demandent justement à être accueillis, à regarder ou à aimer? Ou est-ce que je choisis de me dire, ok, j'ai la foi dans l'amour, dans la confiance, que de toute façon, c'est le chemin qu'il a choisi pour avancer, pour expérimenter, pour apprendre à se connaître. Voilà, et ça c'est un choix, c'est évidemment, vous avez le libre arbitre par rapport à ça. Donc la seule réponse, c'est écouter votre cœur. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, au plaisir.